Bienvenue dans la nouvelle émission Ticosé où nous allons avoir une conversation régulièrement avec un invité. Aujourd'hui, je reçois Franck Salin. Merci Franck Salin d'avoir accepté l'invitation dans Ticosé. Bonjour Kéza, très content d'être ici avec vous dans Ticosé. Donc vous êtes, Franck, un ancien journaliste, ex-journaliste, et aujourd'hui vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, vous êtes metteur en scène, réalisateur de documentaires. Alors pourquoi vous avez voulu laisser votre métier de journalisme pour maintenant devenir un auteur-réalisateur? Ah, on entre d'entrée dans des sujets profonds. Non, en fait, j'ai été journaliste pendant de nombreuses années. Et à un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'écoute mes envies et ce que j'étais au plus profond. Et c'est la création qui s'est imposée à moi. C'est-à-dire que ça faisait un moment que j'écrivais. Ça faisait quelques années aussi que j'avais envie d'être à 100% dans la création, mais je n'osais pas. Il s'est trouvé un moment où l'entreprise où je travaillais avait des difficultés. On m'a proposé un plan de départ très intéressant. Et parallèlement, on m'a proposé de lancer un média. Je n'ai pas suivi mon envie de me lancer dans la création. J'ai accepté, j'ai lancé ce média. Au bout d'un an, on s'est disputé. On m'a reproposé du travail en journalisme. Et la deuxième fois, je me suis dit, bon, à un moment, il faut suivre ton envie, d'autant que financièrement, tu n'es pas pris à la gorge. Si tu n'as pas ce courage-là maintenant, tu ne l'auras jamais. Et donc, je me suis lancé. Et finalement, mes projets ont trouvé des financements. Le succès est venu d'un projet à l'autre. Et puis, je suis toujours dans ce métier d'auteur, réalisateur, metteur en scène, dans ces métiers. Alors, j'ai lu quelque part qu'on vous appelait Franquito. Franquito, c'est quoi ce petit nom? Je peux me permettre de vous appeler Franquito et de vous tutoyer? Oui, tu peux. Franquito, c'est le surnom que me donnait mon grand-père quand j'étais enfant. Et quand j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Pointe-à-Pitre Paris, je me suis dit non, je vais pas mettre Franck Salin, je vais trouver un nom d'auteur comme font beaucoup. Et en hommage à mon grand-père qui était mort quelques années auparavant, j'ai décidé de m'appeler Franquito en tant qu'auteur. Mais c'est vrai que ce nom vient de mon grand-père paternel. Donc, Franquito, pourquoi ce premier livre, justement, Pointe-à-Pitre Paris? Pointe-à-Pitre Paris, ça a été mon premier roman. Je n'avais aucune prétention de devenir écrivain. Je l'ai écrit parce que, comme beaucoup de jeunes, j'étais traversé de questions quand j'avais 18-20 ans. Tu es né ici ou Je suis né ici, là-bas? mais je suis né à Bordeaux quand mes parents étaient étudiants, mais je n'y ai vécu que quelques mois, puisque très vite, ils m'ont rapatrié. Et donc, je n'ai pas de souvenir de ma ville de naissance. J'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence en Guadeloupe. Et ensuite, pour mes études, je suis venu ici. Mais mon premier roman est né des questionnements que j'avais quand j'avais 20 ans. Voilà, Les allers-retours entre faire Pointe-à-Pitre et Paris? Non, plutôt un choix, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quand on est un jeune Guadeloupéen, à quoi peut-on aspirer en Guadeloupe, en France? C'était un roman existentiel, mais qui répondait aux questionnements, aux échanges que j'avais avec mes camarades de la même génération, voilà, des gens qui, comme moi, avaient 20 ans, et Pointe-à-Pitre, Paris, est né de ces réflexions. Et l'écriture s'est imposée à moi. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain, comme j'écrivais ces réflexions, ces sensations aussi, puisque quand on arrive à Paris, on découvre un autre monde. Ce flot d'écriture s'est imposé à moi, j'ai écrit, et puis finalement, ça a donné un roman sans qu'au départ, j'ai eu l'envie d'en faire un. D'accord. Et ensuite, vous faites de nombreux documentaires, et toujours avec un angle très militant.
Alors, le documentaire, Enfin, j'ai dit vous, hein, tu fais. oui, le documentaire, j'y suis, je te pardonne ce vouvoiement. Le documentaire est venu beaucoup plus tard parce que j'ai fait des études de lettres, d'histoire, de journalisme. Et quand j'ai fait des études de journalisme, j'ai fait une spécialité télé. Et déjà, j'étais intéressé par le documentaire. Donc, j'ai fait des stages dans des sociétés de production. J'ai fait mon petit espionnage industriel, voir comment ça marche et tout. On m'a peu après confié des reportages, mais c'était du format plutôt court. Il fallait faire des sujets pour Arte. Enfin bref, j'ai fait des sujets, mais des sujets courts. Mais j'avais toujours cette envie de faire du long, de raconter des histoires. Tu vois, j'aime bien le roman, j'aime bien les histoires un peu longues. Je n'écris pas beaucoup de poésie, je ne suis pas un sprinter. J'aime bien L'histoire longue. les choses un peu longues. Les sujets justement de tes documentaires, Oui, très souvent et un angle de dans militant. le documentaire, j'aime bien mettre en avant des sujets sensibles et puis des personnes qui font ou qui ont fait des choses importantes dans la société. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie-là. Et le documentaire me permet de mettre en avant des histoires, des personnes qui se sont investies, qui ont voulu ou qui ont fait changer les choses. Donc c'est vrai que je me porte souvent vers ce genre de sujet, mais il y a mille et une façons de faire du documentaire. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ça. Et aujourd'hui, tu deviens, tu es, hein, je vais le dire, un auteur de pièces de théâtre à succès. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, tes pièces sont en créole et ça fonctionne et le public répond présent. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de les écrire en créole et de les faire interpréter en créole? Pourquoi ce choix du créole? Bien sûr, à chaque fois, je remarque qu'il y a une traduction hein, pour les non-créolophones, mais tu es un Parisien, tu présentes souvent tes pièces sont jouées à Paris, et pourquoi ce choix du créole? Alors, j'ai des textes qui me viennent en créole. J'écris en français, mais j'écris aussi en créole. Et comme dans la vie, avec certaines personnes, je parle en français, avec d'autres en créole, certains les deux. Mais il y a des textes qui me viennent en créole. Et ce qui est certain pour moi, c'est que il n'y a pas de raison que je m'auto-censure. C'est-à-dire, si j'ai envie d'exprimer, d'écrire et d'exprimer des choses en créole, je le fais. Après, la limite et l'obstacle qui me posait problème, c'était la question financière, puisque quand on écrit, bon, on prend ses responsabilités, on prend de son temps, mais quand on met en scène, on engage des gens, on engage une équipe, et sur des sujets professionnels, cette équipe, il faut la payer. Et donc, c'est vrai que je me suis beaucoup interrogé avant de me lancer. Mais finalement, j'ai constaté à l'expérience qu'il y avait moyen de drainer un public et en Île-de-France et aux Antilles, en Guyane, de personnes qui veulent voir des pièces en créole et je suis heureux que ça fonctionne. Donc ta compagnie s'appelle C'est la compagnie du Grand Grand Carbet. Carbet, du Grand Oui, Carbet. Donc le Grand Carbet aussi, c'est un lieu aussi des Antilles. Et oui, tu as fait ce oui. choix aussi Oui, le de carbet, le Carbet. c'est les cases que construisaient les Amérindiens. Carbet, c'est un mot amérindien d'ailleurs qui est passé dans la langue créole, puis dans la Puis là, langue française. Et le carbet, j'ai appelé la compagnie comme ça pour deux raisons. D'abord parce que le carbet, c'est l'endroit le grand carbet, c'est l'endroit où tout le monde se réunit. Et puis étant du sud Basse-Terre, dans le sud Basse-Terre, vous savez qu'il y a la rivière du Petit Carbet et la rivière du Grand Carbet. Donc, c'est pour ces deux raisons que j'ai appelé la compagnie, compagnie du Grand Carbet. donc, quand tu décides d'écrire ta première pièce en créole, qui est Baudelin pas loin. Baudelin Mou pas loin, comment ça te vient et sans inquiétude, tu dis je vais faire en créole. Un peu comme Jessica Génius, qui a eu aussi un prix réalisatrice de fiction et qui réalise en créole, et pourtant elle a un prix à Cannes. Et toi aussi, tu te lances dans l'aventure sans problème.
Alors, Sans inquiétude? à l'écriture, oui, à l'écriture sans inquiétude, puisque j'avais envie d'écrire le texte en créole. Donc, j'ai eu aucune inquiétude. Et comme je te disais tout à l'heure, l'écriture n'engage que moi, hein. Donc, Mais après, mais, pour le jouer en Île-de-France, mais pour le voilà, jouer, parce que tu l'as quand même joué plusieurs fois en Île-de-France. mais après, pour ce qui est de la production et de la mise en scène, oui, j'ai eu quelques inquiétudes. Je me suis posé des questions. Primo, parce que j'étais journaliste de profession, pas metteur en scène. Secondo, parce que produire, mettre en scène, c'est un engagement financier. Donc, j'ai sollicité. Déjà, la pièce a eu des prix. Donc, ça Nombreux m'a prix, ouais. des prix, puisque je l'avais proposé à ETC Caraïbes, Texte en parole, enfin bon, et elle avait remporté des prix, elle avait été remarquée, mais je ne me voyais pas me lancer dans de la mise en scène, donc j'ai proposé à des amis metteurs en scène, Greg Germain, José Gernidier, et tous m'ont dit non, mais Franck, tu as écrit ta scène, ta pièce, prends tes responsabilités, mets ta pièce en scène. Donc je leur ai dit oui, vous êtes bien gentil, mais moi je suis pris par ailleurs, j'ai un autre métier, je ne veux pas passer plusieurs mois sur une pièce comme ça. Et c'est un autre metteur en scène français, qui à l'époque était le directeur du théâtre de la Tempête, à Vincennes. Et donc, j'ai été le voir et la même chose en lui disant oui, mais tu sais, est-ce que tu peux monter ma pièce? Et il me redit la même chose. Prends tes Il me dit responsabilités. ah, Franck, mais prends tes responsabilités. Mais il a rajouté quelque chose quand même. Je me rappelle, on a été, il est malheureusement décédé maintenant, mais on a été prendre un verre à Saint-Mandé, pas loin, et il m'a dit est-ce que tu sais ce qu'un comédien éprouve sur un plateau? Je lui ai dit, je lui ai dit, alors là, absolument pas. Il m'a dit, apprends ça, découvre ce qu'un comédien éprouve sur un plateau, et après, monte ta pièce. Donc, je me suis dit, bon, ma foi, c'est un homme d'expérience qui me donne un conseil, je vais l'écouter. Et donc, j'ai pris des cours de théâtre, même si je n'avais pas l'ambition d'être comédien, mais j'ai pris des cours de théâtre. Et là, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et effectivement, je me suis senti prêt à mettre en scène. Et là, effectivement, j'ai monté ma première pièce, Baudelin pas loin, qui a eu, grâce à l'équipe aussi, hein, parce que une pièce de théâtre, c'est un texte, mais c'est un metteur en scène, mais ce sont des comédiens, ce sont et puis tous les artistes qu'il y a autour, hein, qui font la lumière, la musique. Et donc, grâce à toute cette équipe, ça a été un succès. D'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion, parce que je te suis depuis de nombreuses années, j'ai eu l'occasion d'aller voir cette pièce, Baudelin ou pas loin, et j'étais assez agréablement surprise de voir que le public était aussi caucasien. Donc en fait, est-ce qu'en Île-de-France aujourd'hui, il y a beaucoup de créolophones, le métissage, les fréquentations, les amis, la culture, enfin, est-ce qu'on est nombreux à comprendre le créole, même s'ils ne le parlent pas? J'avais pas l'impression qu'il y avait une barrière, enfin, c'était assez impressionnant. Alors déjà, la pièce, elle est surtitrée en français. Donc c'est vrai que les non-créolophones peuvent la comprendre, de même que la suivante, hein, Zentrailles, qui est surtitrée en français aussi. Mais ensuite, on a la chance d'avoir un public, en tout cas en Île-de-France, curieux. C'est-à-dire que les gens, s'ils entendent parler d'une pièce en japonais, en espagnol, en créole, ça va pas forcément les freiner parce qu'ils sont curieux de découvrir des choses différentes. Donc ça, la pièce en Île-de-France a bénéficié de ça. Et puis aujourd'hui, quand on est antillais, guyanais, en Île-de-France, on a des amis qui viennent de partout. Et donc, si on a un copain qui est originaire du Cameroun ou de Côte d'Ivoire ou de Bretagne, on l'invite et puis il vient et puis tant mieux s'il rentre dedans. Alors heureusement, ça a marché puisqu'il n'y avait pas que des créolophones qui sont venus voir la pièce, mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir des gens curieux et puis des amis de tous horizons. Donc c'est comme ça que je crois, en dehors de la qualité de l'équipe, c'est aussi pour ça qu'elle a marché au-delà du public créolophone. D'accord. Donc aujourd'hui, nouvelle aventure, une pièce qui s'appelle Olympe, en créole aussi.
et avec la grande Firmin Richard. Alors, comment c'est arrivé? Enfin voilà, comment tu es arrivé à faire cette aventure encore, à démarrer une nouvelle pièce et pourquoi Olympe de Gouges? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. L'idée ne vient pas de moi. D'accord. En fait, c'est un musicien guadeloupéen qui s'appelle Edmoni Crater, qui vit à Montauban depuis plus de 30 ans maintenant. Montalbanais. 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 Voilà, c'est Montalbanais. une ville qui est à côté de Toulouse, Montauban. D'accord. Et il en a parlé à Firmine, qui m'en a parlé, et de cette idée de faire quelque chose autour d'Olympe de Gouges. Parce qu'Olympe de Gouges, c'est une pionnière du féminisme en France. Hein. Elle a vécu au XVIIIe siècle. C'est quelqu'un qui a défendu la cause des opprimés. Et elle est originaire de Montauban, l'endroit où vit, où vit Edmoni. Et Edmoni me disait, oui, mais c'est Montauban et les Montalbanais m'ont beaucoup donné. J'étais prof au conservatoire de Montauban. J'ai créé un festival de gros cas à Montauban. Oui. J'aimerais rendre à cette ville, à ses habitants ce qu'ils m'ont donné. Moi, il se trouve que ma tante et feu ma tante, malheureusement elle n'est plus, mais elle était mariée à un Montalbanais, donc je connaissais déjà la ville, j'y avais déjà été plusieurs fois. Mais au-delà de tout ça, le personnage d'Olympe de Gouges est un personnage passionnant parce qu'on sait le combat qu'elle a mené pour l'égalité des femmes, mais elle en a mené d'autres, dont le combat pour l'abolition de l'esclavage. Ce qu'on sait moins. Ce qu'on sait moins. Mais la première pièce de théâtre qu'elle a écrite, c'est une pièce qui dénonce l'esclavage. Qui s'appelle Zamor et Mirza. Elle était l'amie des abolitionnistes. Elle connaissait le chevalier Saint-Georges. Enfin, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu sur ce plan. Très engagée. Et l'idée de la mettre en avant m'a tout de suite plu, comme elle a plu à Firmine aussi. Son engagement pour l'abolition de l'esclavage nous a touchés, hein, puisque trois Guadeloupéens, descendants d'esclaves, ça ne pouvait que nous toucher, hein, Edmoni, Firmine et moi. Mais en plus, l'idée d'avoir une Olympe de Gouges noire, ça nous plaisait beaucoup. On savait qu'on ne nous attendait pas forcément à cet endroit-là. Et il se trouve que le théâtre de Montauban, qui s'appelle le théâtre Olympe de Gouges, a été séduit par l'idée, donc ils nous ont accompagnés. L'archipel Scène nationale de la Guadeloupe nous a accompagnés aussi. Et puis ensuite, le travail de production s'est très bien passé. Donc on a pu créer cette pièce. On l'a créée fin 2023, début 2024. Et puis elle est née, la première, ça a été en février, fin février, au théâtre Olympe de Gouges à Montauban. Donc vous avez déjà joué à Montauban. Vous avez aussi joué en Outre-mer, enfin aux Antilles. Vous avez joué en Guadeloupe? Pas encore. La prochaine étape, c'est le Festival d'Avignon à la chapelle du Verbe incarné. Donc, les dates? Du 5 au 21 juillet. Donc si en juillet, vous êtes de passage ou alors vous dans le sud de la France, vous venez. Et si vous aimez le théâtre, vous vous posez pas de questions, vous venez au Festival d'Avignon. La chapelle du Verbe incarné, elle est tenue par Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain. C'est le théâtre de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, le théâtre d'outre-mer qui est mis en avant. Donc, au-delà d'Olympe, notre pièce, il y en a d'autres qui vraiment valent le détour. D'accord. Donc, en tout cas, merci. Merci Franck pour toutes ces histoires. Et puis, on va vous suivre. Et puis, on ira. On attend. Bien sûr, on ira à Avignon pour voir Olympe de Gouges avec Firmine Richard. Et puis ensuite, on attend cette pièce à Paris. Merci. Merci d'avoir suivi Ticosé. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre conversation.